rétropharyngien. Donc, espace rétropharyngien, c'est un espace virtuel qui peut être le siège de collection périlante. Des fois, on a des abcès au niveau de cet espace qui est réactionnel à une infection de voisinage. Et des fois, on a carrément des adénopathies qui siègent à cet espace rétropharyngien. Donc, dans la nature, c'est un espace qui est virtuel. On ne le voit pas, mais il peut être bien sûr thymifié, il peut être odémassé et gonflé, occupé par certaines thymifications qui peuvent être à la fois inflammatoires ou bien infectieuses. Latéralement, ça c'est l'espace rétropharyngien, en arrière du pharynx. Et latéralement, tout ça est occupé par l'espace latéropharyngien. Donc les espaces qui délimitent le pharynx sont de deux types. Il y a un espace derrière le pharynx, c'est le rétropharyngien. Il y a un espace latéral de part et d'autre, droit et gauche, c'est l'espace latéropharyngien. Cet espace latéropharyngien est divisé en deux espaces par rapport à un élément très important à ce niveau-là, c'est l'apophyse qui descend ici. Hein? Allez-y. C'est qui l'apophyse? C'est une apophyse osseuse. C'est l'apophyse styloïde. D'accord? Bon, c'est l'apophyse styloïde qui descend à ce niveau-là. L'apophyse styloïde qui descend de la région mastoïdienne derrière la branche montante de la mandibule. On peut la voir sur une coupe scanographique qui passe par C1, C2. Donc ce sont des coupes anatomiques qui sont à la base des coupes du scanner. Donc le scanner, lorsqu'on demande un scanner axial, on va voir ces éléments-là. Donc on doit maîtriser donc cette disposition anatomique pour mieux, bien sûr, lire ces coupes scanographiques. Donc sur cette apophyse styloïde s'insèrent plusieurs muscles et plusieurs ligaments. Quels sont les muscles qui s'insèrent sur l'apophyse styloïde? Stylo-éoïdien, stylo. On a vu deux muscles. Une dans la coupe frontale de la langue, c'est le stylo-glosse. Hein? Vous ne vous rappelez pas de ça. Donc le stylo-éoïdien est devant vous. De l'apophyse styloïde à l'osioïde, hier on a vu le stylo-glosse qui s'étend de l'apophyse styloïde et qui se perd dans la masse de la langue. Et il y a troisièmement le stylo-pharyngien qui descend dans le pharynx, on va le voir lorsqu'on va parler du pharynx. Et donc vous avez trois muscles. Vous allez les mettre ici, stylo-oïdien, stylo-glosse et stylo-pharyngien. Vous les mettez ici, d'accord? Les noms des muscles. Stylo-éoïdien, stylo-glosse, stylo-pharyngien. Et il y a deux ligaments. Le premier ligament, c'est là, c'est le stylo-mandibulaire qui s'étend de l'apophyse styloïde vers la mandibule, le bord postérieur de la mandibule. Et vous avez le stylo-éoïdien. Donc, ligament stylo-mandibulaire et stylo-éoïdien. Et donc cette disposition rouge et verte, à la fois des muscles et des ligaments, donne un aspect de bouquet de fleurs. Et c'est pour cette raison qu'on parle de bouquet de riolan. Ça s'appelle le bouquet de riolan. Le bouquet de riolan, c'est cette disposition anatomique d'insertion musculaire et ligamentaire sur l'apophyse styloïde. Donc, de l'aponevrose pharyngo-basilaire se détache une autre extension qui va vers l'apophyse styloïde et qui s'étend aussi vers la pharyngo-basilaire. Voilà. Et donc, ça s'appelle le rideau, c'est un rideau qui sépare
l'espace latéropharyngé en deux espaces. C'est le rideau stylien. Donc, il contracte son nom de l'apophyse styloïde. Le rideau stylien. Donc, ce rideau stylien sépare ou bien divise l'espace latéropharyngé en deux espaces. Un espace en avant, c'est le précylien. Un espace en arrière, c'est le rétrocylien. Pré et rétro. Donc, dans l'espace précylien siège notre glande salivaire principale, la parotide. C'est au niveau de l'espace précylien. Mettez glande parotide. Glande parotide. On va revenir donc sur la description. On a dit que c'est une glande principale, c'est une glande bilatérale qui déverse son contenu dans la cavité buccale par l'intermédiaire de son canal excréteur, le canal de Sténon. Elle présente donc trois faces, deux pôles et un canal excréteur. Sur cette vue de profil, on voit bien les deux pôles, un pôle supérieur, un pôle inférieur, et on voit le canal excréteur qui est le canal de Sténon. Sur la courbe axiale, on voit les faces. Donc on a dit qu'il présente trois faces. Un, la face antérieure. Regardez cette face antérieure. Les rapports de la face antérieure, ce sont les trois éléments. Le muscle, la mandibule et le deuxième muscle. Donc face antérieure, elle est concave en avant. On va juste décrire le schéma. C'est une face qui regarde en avant et en dedans. Elle répond de dehors ou bien de l'extérieur à l'intérieur. Elle répond de l'extérieur à l'intérieur au muscle masséter, le bord postérieur de la branche montante de la mandibule et le muscle ptérygoïdien médial. Donc ce sont les rapports de la face antérieure de la glande parotide. Je répète, donc face antérieure concave en avant et en dedans. Elle répond de l'extérieur à l'intérieur. Elle répond donc, regardez sur le schéma, au muscle masséter, puis la branche montante de la mandibule, enfin le muscle ptérygoïdien médial. Il y a la face externe. C'est une face cutanée. Elle répond directement à la peau. Et c'est là, bien sûr, la voie d'abord. Lorsqu'on veut opérer cette glande, on l'opère par cette face externe qui est une face cutanée qui répond à la peau et au tissu sous-cutané. La face postérieure. La face postérieure sur le schéma, elle répond par l'intermédiaire, ou bien elle répond par l'intermédiaire de rideau stylien à l'espace rétropharyngé, ou bien rétropharyngien. Elle répond en arrière à l'espace
rétropharyngien dont il est séparé par ce rideau cilien. Cet espace rétrocilien est un espace qui est vasculo-nerveux. On n'a que des nerfs et des vaisseaux à ce niveau-là. C'est un espace dangereux lors de la chirurgie. Quels sont ces éléments vasculo-nerveux qui siègent dans cet espace rétropharyngien? Allez, je prends bien sûr la principale artère qui siège à ce niveau, c'est quoi? Hein? La carotide interne. Et après, vous avez la veine jugulaire interne. Mettez les noms, carotide interne, veine jugulaire interne. Après ça, vous avez des nerfs. Ce sont des nerfs mixtes, le 9, 10, 11 et 12. 4 nerfs qui sont dispersés dans cet espace rétrocilien, le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc mettez les noms. Donc artère carotide interne, veine jugulaire interne, 9 et 10 en avant, 11 et 12 en arrière. Donc cette paroi postérieure répond donc par l'intermédiaire de rideau cilien à l'espace rétropharyngien qui est un espace vasculo-nerveux où siège l'artère carotide interne, la veine jugulaire interne et les nerfs 9, 10, 11 et 12e paire crânien. Ouais, faites parler le schéma. C'est le rideau cilien. Rétrocilien, voilà. Bon, c'est juste un nada. Donc il répond à cet espace rétrocilien qui est vasculo-nerveux, qui contient donc ces éléments vasculo-nerveux, l'artère, la veine et les 4 nerfs. Bon, on va schématiser aussi le départ du canal de Sténon. Mettez le départ du canal de Sténon qui va vers la cavité buccale en traversant le muscle masséter pour aller bien sûr se déverser dans la cavité buccale et de s'ouvrir dans la cavité buccale. Donc, canal de Sténon. Ce qu'on a décrit, ce sont des rapports de la loge parotidienne à l'extérieur de la glande parotide. Par contre, la glande parotide présente aussi des rapports internes. À l'intérieur de cette glande, il y a aussi des éléments qui sont les éléments qui traversent la glande parotide. Le principal élément, c'est le nerf facial. Très bien. On va le schématiser. C'est là le nerf facial qui sépare la glande parotide en deux lobes, un lobe superficiel et un lobe profond.
vous voyez pas la couleur. Bon, on va le mettre en blanc. Ça, c'est le nerf facial. Le nerf facial. Et à l'intérieur et en dedans du nerf facial, il y a des éléments veineux. Donc, il y a la veine rétromandibulaire, il y a la veine maxillaire interne communicante qui vont donner par la suite la veine communicante intermédiaire entre le système jugulaire externe et le système jugulaire interne. Donc vous mettez, donc à l'intérieur de la glande, ou bien la glande parotide est traversée par la glande parotide est traversée par d'abord le nerf facial qui la divise en deux lobes. C'est à ce niveau-là où le nerf facial va se terminer en donnant ces deux troncs, le tronc supérieur et le tronc inférieur, qui va se ramifier et se bifurquer aussi à la manière d'une patte doigt à l'intérieur de la glande parotide. Donc permettant donc de diviser cette glande en deux lobes. Il y a un lobe à l'extérieur du nerf facial, c'est le lobe superficiel, et un autre lobe à l'intérieur, c'est le lobe profond. Et en dedans de ce nerf facial, il y a des éléments vasculo-nerveux qui passent dans, bien sûr, cet espace-là. Il y a la veine et il y a l'artère. L'artère carotide externe, qui va donner par la suite, à la hauteur de la glande, il va donner par la suite l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire interne. Allez-y. Donc c'est clair pour la glande parotide. Donc c'est une glande, je répète, c'est une glande qui siège dans cette dépression formée en avant par la branche montante de la mandibule et en arrière ce plan musculaire, s'il vous plaît. Donc cette glande, elle est bilatérale avec deux pôles, un pôle supérieur, bien sûr qui avoisine l'apophyse ou bien l'arcade zygomatique, un bord inférieur qui dépasse des fois le bord inférieur de la mandibule, un canal excréteur qui est situé horizontalement, elle passe au-dessus du muscle sternocléidomastoïdien, elle pénètre à l'intérieur de la cavité buccale sous le muscle buccinateur pour s'ouvrir au niveau de son orifice qui siège au contact de la première prémolaire supérieure. À côté des pôles et du canal excréteur, vous avez trois faces. Une face antérieure qui est concave, qui regarde en avant et en dedans, et qui répond de l'extérieur à l'intérieur au muscle masséter, la branche montante de la mandibule et troisièmement le muscle ptérygoïdien médial. Vous avez en arrière la paroi postérieure. Là aussi, c'est une paroi qui regarde en arrière et en dedans, et qui répond à l'espace rétrostylien. C'est un espace vasculo-nerveux dont il est séparé par le rideau stylien. Donc cet espace rétrostylien contient à la fois l'artère carotide interne, la veine jugulaire interne et les quatre nerfs mixtes. Troisièmement, vous avez la face externe. C'est une face qui est convexe, qui est superficielle, qui répond directement à la peau. Et on va schématiser donc la peau. Voilà. Ça, c'est la peau.
Donc A face, B, pôle supérieur et inférieur, et enfin canal excréteur. Deuxièmement, la glande sous-maxillaire. Donc c'est la deuxième glande salivaire principale. C'est la deuxième glande salivaire principale. Elle est responsable de la sécrétion de 70% de la salive de base. La sécrétion de base, elle est due dans 70% des cas à cette glande sous-maxillaire. C'est une glande qui est bilatérale et qui siège au niveau de la région sous-maxillaire. La région sous-maxillaire, c'est une région supra-hyoïdienne latérale. Parce que la région supra-hyoïdienne est divisée en deux parties. Il y a la supra-hyoïdienne antérieure, c'est-à-dire sous-mentale, et il y a la supra-hyoïdienne latérale, c'est la région sous-maxillaire. Donc, elle siège dans la région sous-maxillaire au contact de la fossette sous-maxillaire de la branche horizontale de la mandibule. On voit, il est au contact de la branche horizontale de la mandibule. Donc, une partie sera cachée par la mandibule et une deuxième partie qui est visible au niveau du cou. Donc, c'est une glande qui siège dans cette région sous-maxillaire au contact de la branche horizontale de la mandibule. Entre les muscles de la région sus-hyoïdien ou bien entre les muscles du plancher buccal. Entre les muscles du plancher buccal. On va schématiser ici, sur le schéma. Allez, la glande sous-maxillaire. Glande sous-maxillaire. Donc cette glande diverse son contenu par l'intermédiaire de ce canal de Barton qui siège au niveau du plancher buccal. Canal de Barton. La glande sous-maxillaire
Et c'est une glande généralement qui a trois faces. Une face externe qui répond à la mandibule, c'est la face supério-externe. Et il y a la face infério-externe qui est cutanée. Et il y a la face interne qui est musculaire qui répond au plancher buccal. C'est une masse, ou bien c'est une glande qui sécrète ou bien qui excrète son contenu salivaire au niveau du plancher buccal par l'intermédiaire de ce canal excréteur qui va s'ouvrir au niveau de ce qu'on appelle les coroncules. Les coroncules, ce sont ces deux petites tubercules qui siègent de part et d'autre du frein de la langue au niveau du plancher buccal. La troisième glande, la glande sublinguale, et comme son nom indique, c'est une glande au-dessous de la langue. C'est une glande qui siège au niveau du plancher buccal et qui donne une petite surélévation du plancher buccal parce qu'il est tapissé en dedans par la muqueuse du plancher buccal. Et donc c'est une glande qui siège entre les muscles en bas et la muqueuse du plancher buccal en haut. Et on peut arriver à voir cette glande en palpant donc le plancher buccal. On va voir donc une petite surélévation, un petit bombement de la partie latérale du plancher buccal qui bien sûr reflète le siège de cette glande au niveau du plancher buccal. Donc c'est une glande qui est au contact du canal excréteur de la glande surmaxillaire. Elle est là. On veut schématiser, si on veut schématiser la glande surmandibulaire, et siège à ce niveau-là. Donc au contact du canal excréteur, c'est la glande sublinguale. Donc ce sont les trois glandes principales de la sécrétion salivaire, la parotide, la somax et la sublinguale, avec une disposition générale sur le profil et une disposition aussi sur une coupe axiale qui montre les rapports des glandes salivaires. Donc si on veut parler des rapports des glandes salivaires, ça sera cette coupe axiale. Pour la disposition et la situation générale, ça sera donc ce schéma de profil. Est-ce que vous avez des questions ?